Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a mis la main sur un truc assez fascinant. C'est une sorte de capsule temporelle. Un guide numérique qui s'appelle, avec beaucoup d'enthousiasme, Votre toute première aventure e-commerce à succès. En le lisant, on a vraiment l'impression de revenir au début, à l'âge d'or du commerce en ligne. Notre mission, pour cette analyse, elle est donc un peu archéologique. On va creuser dans ce document pour voir ce qui, dans cette sagesse d'hier, peut encore construire les succès de demain. Qu'est-ce qui est encore du génie et qu'est-ce qui est, disons, un peu daté. Et pour donner une idée de l'époque, c'est ça qui est dingue, hein. Le guide s'ouvre avec un chiffre qui se veut impressionnant. 230 milliards de dollars générés par la vente en ligne aux États-Unis. En 2009. Oui. Et l'auteur nous dit que c'est juste la surface de l'iceberg. Ce qui est fascinant, c'est qu'il avait raison, mais il n'imaginait probablement pas que l'iceberg entier serait aujourd'hui un continent de plusieurs milliers de milliards. Ce ton très optimiste, presque pionnier, il colore vraiment tout le document. C'est ça qui est génial. Alors plongeons dedans. Le guide passe pas mal de temps à expliquer pourquoi maintenant. Pour un lecteur de 2009, ça devait être une révélation. Quels étaient les grands arguments pour convaincre les gens de se lancer? Alors, le guide martèle 4 avantages fondamentaux qui sont en fait les piliers sur lesquels tout l'écosystème actuel a été bâti. D'abord, la portée mondiale. L'idée de pouvoir vendre un produit depuis son garage à quelqu'un à l'autre bout du monde, c'était révolutionnaire. Ah oui. Ensuite, les coûts de démarrage. Le document insiste lourdement là-dessus. Pas de loyer exorbitant, pas de stock initial massif, pas besoin d'embaucher une équipe dès le premier jour. C'est une démocratisation de l'entrepreneuriat, quoi. Ce sont des arguments qu'on entend encore aujourd'hui, mais ils devaient avoir une résonance toute particulière à l'époque. Exactement. Le troisième point, il est plus subtil, mais il est crucial. C'est la trésorerie. En e-commerce, le client paye avant que le produit ne soit expédié. Mhm. Ça semble évident maintenant, mais comparé au commerce traditionnel où on jongle avec les factures à 30 ou 60 jours, c'est un changement de paradigme total. Et enfin, le guide parle d'une égalité des chances. En ligne, un site web bien fait peut donner à une personne seule l'apparence d'une grande entreprise. C'est le nivellement du terrain de jeu. Une étude de Forrester Research pour appuyer ça? Oui, et ils sont intéressants pour comprendre l'état d'esprit de l'époque. 62% des PME qui se lançaient en ligne voyaient leur chiffre d'affaires augmenter. 71% accédaient à de nouveaux marchés. C'était la preuve tangible que ça marchait. Le guide l'utilise aussi comme un argument anti-crise, en disant que dans les temps difficiles, les gens cherchent les bonnes affaires en ligne et que les vendeurs en ligne, avec leurs coûts réduits, peuvent les leur offrir. Une sorte de cercle vertueux. D'accord, le décor est planté, on a compris pourquoi c'était une bonne idée en 2009, mais alors, de quoi a-t-on besoin pour commencer? Ce qui me frappe, c'est que la première réponse du guide n'est pas de l'argent. Non, et c'est peut-être la leçon la plus intemporelle de tout le document. L'auteur est formel. Les prérequis sont une idée, une détermination absolue et de la passion. Il met l'accent sur le fait que ce n'est pas un hobby ou un moyen de s'enrichir rapidement, mais un engagement à long terme. C'est une vraie entreprise. Il y a cette question qu'il propose de se poser, et je la trouve assez forte. Le business que vous envisagez est-il de ceux que vous seriez heureux de léguer à vos enfants? C'est une barre qui est placée très haut, non? On peut vouloir monter un projet pour 5 ans sans pour autant y voir un héritage familial. Est-ce que le guide n'est pas un peu trop tout ou rien là-dessus? C'est une excellente remarque. Je pense que l'intention de l'auteur, en fait, c'est de forcer le futur entrepreneur à évaluer son propre niveau de conviction. D'accord. C'est l'idée même de léguer l'entreprise semble absurde, c'est peut-être que la confiance dans le projet n'est pas si profonde. Ce n'est pas tant une obligation de construire un empire familial qu'un test de sincérité. Est-ce que ce projet a assez de substance pour durer à travers? Mais oui, la formulation est un peu dramatique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et si on n'a pas cette idée de génie, il donne des pistes? Il en propose 3, très pragmatiques. La première, classique mais efficace, transformer une passion en business. L'exemple est celui des modèles réduits. Si on aime ça, on connaît le marché, les produits, la communauté. On a déjà une longueur d'avance. Exactement. La deuxième piste, étendre son métier actuel au web. L'exemple de l'infirmière qui vendrait du matériel médical en ligne est parlant. Elle a la crédibilité et l'expertise. Et la troisième piste, combler un manque. C'est le fameux « j'ai cherché ce produit partout, je ne l'ai pas trouvé, alors je vais le créer ». C'est la base de nombreuses startups à succès. Ok, on a l'idée, on est passionné, on est prêt à la léguer à nos descendants sur 3 générations, mais toute cette belle stratégie ne sert à rien sans un plan.
Le guide est très clair là-dessus avec cet adage « Si vous ne planifiez pas votre réussite, alors vous planifiez votre échec ». C'est la partie la moins glamour, mais la plus essentielle. La première étape, c'est de vérifier que l'idée est viable en ligne. Le guide met en garde contre des projets logistiquement cauchemardesques. Vendre des pianos à queue à l'international, par exemple, ça annule tous les avantages de coût du e-commerce. Il faut être réaliste. Et puis vient l'étape qui fait peur à tout le monde, l'étude de la concurrence. Le guide dit que c'est une bonne chose, mais pour quelqu'un qui se lance, voir qu'il y a déjà 10 acteurs bien installés, ça peut être terrifiant. Est-ce qu'il donne des pistes pour ne pas se faire écraser? C'est là que le guide est malin. Il retourne complètement la perspective. La concurrence n'est pas un panneau stop, c'est une preuve qu'il y a un marché viable. Ah oui, Bah oui, s'il n'y a personne, c'est peut-être qu'il n'y a pas de clients. La recommandation est très concrète. Analysez les 10 plus gros concurrents, non pas pour les copier. mais pour trouver leurs faiblesses. Voilà, c'est presque du judo entrepreneurial. Utiliser leurs forces pour trouver son propre angle d'attaque. Donc, l'objectif est de trouver son petit plus. Exactement, ce que le marketing appelle aujourd'hui la proposition de valeur unique. Le guide donne des exemples qui peuvent sembler simples, mais qui fonctionnent toujours. Si personne n'offre la livraison gratuite, faites-le. Si personne ne récompense la fidélité, mettez en place un programme. Le but n'est pas d'être meilleur en tout, mais d'être différent et meilleur sur un point précis qui compte pour les clients. La planification va assez loin jusqu'à des détails comme le service client. Le guide insiste sur le fait qu'une boutique en ligne tourne 24 heures sur 24. Et c'est un point qui n'a fait que se renforcer avec le temps. L'auteur demande « Comment traiterez-vous les commandes passées à 3 heures du matin ?» Il faut définir des règles claires et s'y tenir. Si on promet un chat en ligne, il doit fonctionner. Si on promet une réponse en 24 heures, il faut la tenir. La pire chose est de créer une attente et de la décevoir. C'est clair. Il suggère même de faire appel à des freelances pour gérer ça. Une idée très moderne pour l'époque. Un dernier point de planification, le terrain de jeu. Vendre en France, en Europe ou dans le monde entier. Là, c'est vraiment un choix qui peut changer toute la trajectoire du projet. Le guide présente ça comme une décision stratégique de départ. Viser le monde entier, c'est séduisant, mais ça implique de gérer différentes langues, devises, taxes et une logistique complexe. Bien sûr. Le document mentionne PayPal comme une solution magique pour les paiements internationaux, ce qui montre bien l'époque. Aujourd'hui, avec des solutions comme Stripe ou Shopify Payments, c'est devenu encore plus simple, mais les questions de fond restent les mêmes. Très bien, on a notre plan de bataille. Il faut maintenant construire le QG. Concrètement, comment on bâtit sa boutique sans être un génie de l'informatique selon ce guide de 2009? On commence par la base, le nom de domaine. Le conseil est très orienté SEO, référencement naturel. Il doit contenir des mots-clés liés à l'activité. Un conseil qui est un peu moins vrai aujourd'hui avec l'importance du branding, mais qui reste pertinent. Oui. Ensuite, un hébergement web professionnel. Mais c'est sur le design que le guide est le plus dogmatique. Ah oui, quelle est la règle d'or? La simplicité. La simplicité et encore la simplicité. Le guide a une sainte horreur des sites qui bougent et qui flashent. Il dit, et je cite en partie, que les visiteurs ne viennent pas pour être divertis par des animations, ils viennent pour trouver un produit et l'acheter. C'est du bon sens. La navigation doit être ultra intuitive, avec la fameuse règle des 3 clics. N'importe quelle page doit être accessible en 3 clics maximum. Et honnêtement, ce conseil est une pépite d'or. Il est peut-être encore plus vrai aujourd'hui qu'à l'époque. Et pour la construction technique, c'est là qu'on sent l'âge du document, j'imagine. Complètement. Le guide suggère sagement de ne pas essayer de tout coder soi-même. Il propose soit de payer un professionnel, soit d'utiliser un template, un modèle prêt à l'emploi. Et c'est là que la capsule temporelle s'ouvre. Il recommande des logiciels comme Zencart pour le panier d'achat ou Crafty Syntax pour le chat en direct, Ah oui, à installer via le cPanel de l'hébergeur. attends, Zencart, ça existe encore, ce genre d'outil? Comment ce conseil se traduit-il aujourd'hui à l'ère de Shopify ou Squarespace? C'est ça qui est génial. Les outils ont changé, mais le principe est exactement le même. Le guide disait « Ne réinventez pas la roue, utilisez des solutions qui existent déjà ». D'accord. En 2009, ça s'appelait Zencart et ça demandait un peu de bidouille. Aujourd'hui, ça s'appelle Shopify et c'est une solution intégrée où tout est géré pour vous en quelques clics. Le conseil fondamental reste valide, c'est juste l'exécution qui est devenue infiniment plus simple. Le site est donc prêt. Il faut maintenant le remplir. Comment trouver les produits à vendre? Alors, le guide détaille surtout le modèle du dropshipping. Le principe est simple, on vend des produits qu'on ne possède pas.
C'est un grossiste qui stocke et expédie la commande directement au client final. L'avantage, c'est zéro investissement en stock. L'inconvénient, que le guide souligne bien, c'est qu'on est totalement dépendant des stocks du fournisseur. Et oui, Si le produit est en rupture chez lui, il l'est aussi chez nous. Le guide ne pouvait pas anticiper qu'aujourd'hui, ce modèle serait à la fois hyper accessible, mais aussi hyper saturé. La difficulté n'est plus la technique, mais de réussir à se démarquer. Absolument. Il mentionne aussi l'autre extrême, l'achat en masse, notamment via des plateformes comme Alibaba.com, qui commençaient à être connues. Ah oui, le grand écart. Carrément. Là, on a des marges potentiellement énormes, mais il faut acheter des containers entiers de produits. Ça demande un gros capital et un entrepôt. C'est le modèle à l'opposé du dropshipping. Et enfin, il mentionne une solution clé en main appelée Edilic, qui est visiblement promue par le guide et qui promettait de gérer tout le catalogue produit pour le vendeur. On arrive à la dernière étape, qui est souvent la plus sous-estimée, le marketing. On a le plus beau site, les meilleurs produits, mais le magasin est au milieu du désert et personne ne connaît l'adresse. C'est le point final du guide et il est traité un peu rapidement, ce qui est peut-être sa plus grande faiblesse vue d'aujourd'hui. L'auteur dit clairement, son plan marketing, tout le reste est inutile. Mais ces solutions sont d'époque. C'est-à-dire? Il propose deux voies. La voie royale, avec budget, on engage une agence spécialisée en référencement pour apparaître en haut de Google. La voie du combattant, sans budget, on prend son bâton de maréchal et on fait son référencement soi-même, ce qu'il décrit comme une tâche quotidienne. et c'est tout. Ça paraît tellement léger aujourd'hui. Le bâton de maréchal moderne, il contiendrait quoi? La gestion d'un compte TikTok, des campagnes publicitaires sur Meta, la création de contenu, la construction d'une liste email? Des collaborations avec des influenceurs. Exactement. Précisément, le guide se concentre uniquement sur le SEO, car en 2009, Google était la porte d'entrée quasi unique du web. Il ne pouvait pas anticiper l'explosion des réseaux sociaux comme principaux canaux d'acquisition et de marketing. Le principe de se faire connaître est une tâche quotidienne est plus vrai que jamais, mais le champ de bataille s'est incroyablement élargi et complexifié. Si on fait le bilan de cette exploration, qu'est-ce qu'on retient? Au fond, le guide martèle quelques vérités qui, elles, n'ont pas vieilli. Je dirais qu'il y en a trois principales. Premièrement, votre état d'esprit vaut plus que votre capital de départ. La passion et la détermination sont les seuls vrais prérequis. Deuxièmement, la simplicité pour le client l'emporte toujours sur la complexité technique pour le vendeur. Un site facile à utiliser vendra toujours plus qu'un site impressionnant. Et troisièmement, la concurrence est une preuve de vie, pas un obstacle insurmontable. C'est une source d'information et un indicateur de marché. Ces trois idées sont le socle d'une bonne stratégie e-commerce, hier comme aujourd'hui. Le document dépeint le e-commerce non pas comme une solution miracle, mais comme un vrai travail d'entrepreneur, avec de la stratégie, de la rigueur et de l'engagement. Les outils ont changé, l'échelle a explosé, mais ses fondamentaux demeurent. Exactement. Il démystifie l'idée qu'il suffirait d'une bonne idée pour réussir. Il montre que l'exécution, la planification et la persévérance sont les clés. Pour finir, une dernière pensée pour la route. Le guide promeut des solutions clés en main comme Edilic. Et aujourd'hui, on est submergé d'outils, de plateformes et bientôt d'intelligence artificielle qui promettent de tout faire à notre place. De créer le logo à écrire les fiches produits. Ce qui soulève une question fascinante. Dans un monde où ces solutions simplifient chaque étape, quelle est la vraie valeur de construire son projet en partant de zéro, en se confrontant aux difficultés? Est-ce que l'apprentissage forcé par les obstacles, la sueur et les doutes est une partie essentielle de la réussite à long terme de l'entrepreneur, ou est-ce simplement une friction inutile qu'il faut chercher à éliminer à tout prix? C'est un débat au cœur de l'entrepreneuriat à l'ère du prêt à l'emploi.